énervé. La radio qui pète une case! Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et de regarder la radio NRV, nouvelle radio Vevezan. On se retrouve pour une nouvelle émission aujourd'hui et on est très content parce qu'on a du lourd aujourd'hui. Je vous rappelle que ceux qui font partie de la radio NRV sont encore à l'école, ils ont encore entre 1 et 2 ans avant de finir leur scolarité. Et dès que les vieux finissent l'école, de nouveaux arrivent. Et dès que les nouveaux finissent l'école, de nouveaux arrivent. Et ça fait un cercle. Et donc en 2030, il y aura encore l'école. Et c'est pour ça que juste après Desperados de Slimka, on va accueillir la classe 11D qui fait partie du CO de la Bevèze, qui ont participé à un concours qui s'appelle le concours Eduki. Pourquoi l'école? Et on écoute ça juste après Desperados Slimka. Désolé Grégoire, je ne peux pas obtenir l'actualité. Alors pourquoi vous êtes là, la classe 11D? Eh bien tout simplement parce que vous avez participé au concours de la Fondation Éduquer qui est parrainé par l'ONU. Et donc après toute une réflexion avec votre classe, vous avez choisi 5 thèmes qui vous tenaient à cœur à cette grande question de l'éducation. Donc il y a les devoirs, le tout nouveau bâtiment au CO de Châtel-Saint-Denis, les cours d'appui, les cours à options, il y a mythique, économie et dessin technique, et enfin le cours d'informatique. Alors Jason, toi tu viens nous expliquer comment s'est déroulée cette mise en place de votre réflexion? En effet. Alors, la mise en place était un peu compliquée au début. On avait le projet en face de nous, on ne savait pas vraiment ce qu'on devait faire. Puis on a vraiment répondu aux questions d'abord des objectifs d'Eduki qui demandaient de remplir. Donc on a fait une réflexion sur chaque question, notamment pourquoi l'école, là-dessus. Puis ensuite on a regardé quel projet on voulait faire, donc soit un projet artistique, un projet de médias ou une action concrète. Puis on a décidé de partir sur l'action concrète. Comme ça, en ayant bien analysé, on savait ce qu'on voulait faire et puis on est parti. Okay. Passons au devoir. Alors Akilto, Amara, alors les devoirs ça sert à quoi? Eh bien à travailler l'autonomie, à s'exercer seul. On a par jour au CO de la Bevèze en moyenne 1h30 de devoirs par jour. Alors bien sûr, quand on est au CO, on a 2 périodes d'études qui nous permettent d'avancer ces devoirs à l'école. Et pour ceux qui mangent à la cantine ou à l'étude, on a aussi l'étude de midi. Mais de nos jours, énormément de personnes qui font du sport, des activités en dehors de l'école. Donc 1h30 de devoirs par jour en moyenne, ça fait quand même beaucoup. Alors vous avez proposé quelque chose pour en avoir moins de devoirs, hein, c'est ça? C'est pas forcément pour avoir moins de devoirs, mais comme il y a des élèves qui ont des facilités dans certaines branches, ils seront pas obligés de faire certains devoirs. Du coup, ils seront moins de devoirs, mais c'est pas pour tous les élèves. Enfin, ça dépend quel élève. Et qu'est-ce que vous avez à proposer pour changer ça? Les profs, ils donnent une liste de devoirs, mais qui ne sont pas obligatoires. Et puis chaque élève, il choisit quel devoir faire par rapport à ses difficultés qu'il éprouve lui. Alors on a quand même des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, non? Lesquels? Les points positifs, c'est si un élève il est décidé, motivé à faire ses projets, enfin s'il s'engage bien, il va vraiment bien faire ses devoirs. Et puis il y a des élèves qui feront pas bien les devoirs dans le sens où ils diront ouais moi je vais bien faire mes devoirs et tout, enfin j'ai pas de difficultés. Du coup ça c'est le point négatif. Et puis vous pensez vraiment qu'au final on pourra vraiment changer quelque chose à cette thématique? Oui, parce que s'il y a des bons résultats, enfin si les résultats sont positifs, ça veut dire que ça pourrait aider les élèves. Écoute, merci Mara, on va passer au prochain thème. Maintenant, de plus en plus de personnes arrivent au CO de la Bevèze en 2018. Maintenant, on est environ 800 personnes en comptant les profs et les élèves. Et nous n'avons plus assez de place pour accueillir les nouveaux élèves. Donc nous devons construire de nouveaux bâtiments. On en a déjà 2. Il y a l'ancien bâtiment qui commence à dater et le nouveau bâtiment qui est beaucoup plus récent. Et depuis 2016, on a un tout nouveau bâtiment qui se construit sur l'ancienne cour de l'ancien bâtiment. On en a même 2. Et vous êtes allé rencontrer l'architecte de ce chantier. Et donc, pour leur proposer quoi? Oui, alors notre groupe c'est plutôt basé sur la décoration du CO. Nous leur avons proposé des étages par thème, des arbres dans la cour et de la couleur dans les classes. Nous avons aussi voulu remettre en place le jardin potager
Donc voilà. Bah, je me réjouis de voir s'ils suivent vraiment vos idées, mais je crois que le jardin de l'école redémarre et que vous y participez. Vous pouvez en dire plus? Oui, avec l'aide de Monsieur Devara, nous allons remettre en place le jardin qu'il avait commencé avant la construction. Donc aujourd'hui, nous avons dû planter des graines dans des bouteilles pour pouvoir pour qu'elles puissent pousser, puis pouvoir après les replanter dans le potager qui sera prêt. Bah, en tout cas, je me réjouis de voir les changements, parce que là, quand on voit ce vieux bâtiment, vivement le neuf en 2030. Hein. Alors pour certains élèves qui ont des difficultés, nous avons des cours d'appui pour les branches principales seulement qui permettent de progresser dans une branche. Nous avons pour l'instant des cours d'appui de maths, de français et d'allemand. Et en principe, c'est pas pour les pré-gymnasiales, donc ce qui est un peu dommage. Alors à vous, le groupe des cours d'appui, vous proposez quoi pour améliorer un peu cette situation ? Donc on a proposé à faire des cours d'appui avec 2 personnes qui peuvent s'aider mutuellement. Donc il y a une personne, exemple, qui a des difficultés en maths, mais a des facilités en français et vice-versa. Justement, ils peuvent s'aider ensemble. Et justement, avec mon groupe, on a mis ensemble les gens pour qu'ils s'aident et qu'ils aient plus de facilité à comprendre les choses. Alors, il y a vraiment besoin de cours d'appui. Après tout, les gens qui s'en sortent pas, il leur suffit de passer en G ou en EB ou même en développement. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que si on a beaucoup de persévérance, si on a de la volonté, mais qu'on n'arrive surtout pas à faire certaines branches comme les maths, parce que ça pose beaucoup de problèmes pour certaines personnes. Je confirme. Donc, on pourrait, les personnes qui ont des difficultés pourront justement faire ces cours d'appui, mais les cours c'est plutôt spécifié pour les 3e et c'est plutôt pour le diplôme, mais justement ils peuvent aller à ces cours d'appui et puis prendre conseil par nous ou justement persévérer avec une personne qui a de la facilité dans cette branche. Bon bah vous, je crois que vous avez commencé votre projet lundi et vous pensez que les gens vont vous suivre et qu'ils vont vraiment venir de manière régulière ? Ça, alors c'est à eux de voir. Donc s'ils veulent persévérer et avoir un bon diplôme et réussir leur année avec des notes suffisantes ou avec leurs notes qu'ils voudront avoir à la fin d'année pour passer dans les écoles supérieures qu'ils voudront faire comme le CG ou le gymnase ou le C ou quelques autres écoles, justement ils devront ou ils pourront aller à ces cours d'appui pour permettre d'avoir ces notes-ci. Ouais, mais l'année prochaine, c'est qui va reprendre ça ? Justement, on a pensé à ça et on s'est dit que ce serait les 10e PG qui vont reprendre ce projet-là et qui vont en plus l'améliorer et le mettre mieux en place. Parce qu'on a commencé un petit peu tard justement, mais eux, je pense qu'ils vont bien reprendre le chemin et j'espère qu'il y aura plus de participants. Et pour terminer ce thème, si j'ai des problèmes et que je suis inquiet pour mon diplôme, je peux encore venir participer à ces cours d'appui ? Oui, bien sûr, il faudra juste demander à un des participants du groupe, dont Alexandre Cambert ou Julie Borcard. Il y a aussi Léna Zenari et Raquel Guedes, ou moi, Cindy Kezenjan. Et ils demandent juste, et puis on les inscrit, et puis on les met en correspondance avec une autre personne qui a le contraire d'eux. Et ça se passe où et quand ? Ça se passe à l'heure d'études, donc pour les EB et PG c'est pour la 2e étude, à midi pour les PG c'est pour la première étude et ça se passe dans la classe 11D, soit en études permanentes et ça se passe le lundi à midi justement. Eh ben, écoutez, merci pour cette super idée. Je sens que cette année, tout le monde va réussir son diplôme, enfin j'espère. Passons au prochain thème. Depuis la 11H, nous avons la possibilité de choisir des cours à option, soit mythiques, ça signifie médias, images, technologie et de l'informatique et de la communication. Nous avons aussi l'économie et le dessin technique. Et pour les 9e et les 10e qui ne savent pas quels sont ces cours à option, est-ce que vous pouvez l'expliquer en quelques mots ? Oui, alors mythique, ça consiste aux médias. Déjà, le nom veut dire médias, images, technologie de l'information et de la communication. L'informatique et de la communication. Oui. Et donc, on y a le choix de étudier des images des médias en détail, d'apprendre leur signification, et on y fait beaucoup de projets. Ensuite, l'économie, on y apprend beaucoup de domaines, les bases des domaines d'économie. Par exemple, la comptabilité ou le change. Puis, nous avons le dessin technique où nous apprenons à faire des dessins en perspective et en 3D. Et vous voulez plus de cours à option, mais pourquoi c'est suffisant ces 3-là, non ? Alors, nous, notre projet, c'était d'ajouter plus de diversité dans notre école
et des choix plus libres et plus de possibilités. Et vous proposerez quoi? Alors, plusieurs idées, par exemple des cours de langue étrangère, donc de l'espagnol, de l'italien, etc. Ou bien des cours de sciences approfondies et des cours manuels en ACM pour ceux qui envisagent des travaux manuels plus tard. Et vous pensez les convaincre comment? Alors, nous avons eu un entretien avec le directeur qui s'est avéré positif. Et donc, il nous a expliqué, on a réussi à le convaincre. Puis, il a dit que c'était fini de notre côté et c'est à lui de continuer notre projet. Et on espère qu'il va être bien mis en place. Ah oui, croisons les doigts. Bon bah voilà, j'espère que vraiment qu'en 2030 et peut-être même avant, nos enfants auront le plus de choix d'options. Moi, dans tous les cas, si j'avais pu choisir, j'aurais pris italien. Depuis l'école secondaire, nous avons entre 1 et 2 périodes d'informatique par semaine, durant lesquelles nous apprenons à taper à 10 doigts, mettre des textes en page, utiliser des fichiers Excel, utiliser les principales applications comme Photoshop, Audacity, Photobooth et encore quelques autres petites choses. Et vous voudriez apprendre quoi de plus? Ça me paraît déjà pas mal. Ouais, bah alors c'est vrai, c'est déjà pas mal. Après, il faut quand même aussi dire que les logiciels comme Photoshop ou Audacity, c'est principalement pour ceux qui font le mythique. Personnellement, j'ai jamais touché à Photoshop parce que je fais pas de mythique. J'ai jamais touché à Photoshop au CO. Audacity, on a fait un demi-cours dessus. Et par contre, on a fait énormément de mise en page. Et finalement, on a tellement creusé le sujet que, de l'opinion de beaucoup de personnes, on a appris des choses qui ne nous serviront pas dans notre vie. Alors voilà, après avoir discuté avec énormément de gens, des gens qui étaient à l'université par exemple, tout ce genre de choses, on en a déduit que ce serait peut-être bien de faire un peu moins de mise en page et par exemple de mettre plus l'accent sur des nouvelles choses comme la programmation qui vont devenir en tout cas très importantes dans le futur. Et vous voudriez pas plutôt qu'on apprenne à faire plus des trucs de notre génération comme des vidéos YouTube, des musiques avec GarageBand ou d'autres choses? Ça peut être une idée. Après, des projets audiovisuels comme des vidéos, ça peut être une super expérience. Après, bon, les poster sur YouTube, c'est une autre histoire. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt qu'il y aurait. Ça peut être une idée, d'accord, mais voilà, je pense que déjà faire des vidéos, ce serait pas mal. Et faire des musiques, ouais, ce serait pas mal, mais du coup, il faudrait plutôt faire ça en cours de musique parce que ça colle au thème. Et voilà. Et en 2030, vous pensez que le monde numérique, il aura mis notre école dans quel état? Il y a encore des profs, vous croyez? Il y aura encore des profs? Alors, pour la question des profs, je pense quand même oui, parce que ce serait... j'ai la peine à imaginer personnellement que dans 12 ans, on puisse aller à l'école comme ça, être entièrement géré par des machines. C'est peut-être probable, vu la vitesse où ça va, mais je pense quand même qu'il y aura encore quelques profs, moins sûrement, mais je pense quand même qu'il en restera. Et la tablette ou le portable pour chaque élève, ça serait une bonne chose, non? À la place de se trimballer 20 livres dans son sac et se faire mal au dos, autant prendre une tablette avec tout dessus et puis c'est mieux, non? Alors oui, ça c'est clair que ce serait très très bien. Par exemple, je sais pas, on pourrait, au début de notre CO, on pourrait acheter une tablette par personne. Une tablette, bon, ça coûte maximum 300 francs pour avoir quelque chose quand même qui tient pas mal la route pour 3 ans. Et il faut pas oublier aussi que le matériel scolaire, ça coûte quand même assez cher. Bon, après c'est clair qu'on se le refile d'année en année, mais les livres, ça coûte cher quand même en général. Alors bien sûr que ce serait beaucoup plus pratique. Par exemple, imaginons le prof, à la place de nous distribuer des dossiers de tellement de pages, ou par exemple si on doit lire des livres en allemand ou en anglais, on le télécharge sur notre tablette, on peut le lire, comme ça ce serait plus pratique je pense. Et puis ça pèse aussi beaucoup moins lourd. Merci. On va finir avec Jason, encore une fois, et votre projet que vous avez commencé en octobre l'année passée. Je crois que vous arrivez gentiment au bout, il vous reste à faire quoi? Alors, plus grand chose. Désolé. Il nous reste une lettre à écrire à Monsieur Siegen, le conseiller d'État. Il faut aussi évidemment qu'on délègue le projet pour une prochaine classe pour que cette petite étincelle devienne un grand feu de joie plus tard. Et on a aussi un voyage scolaire, enfin un voyage à Genève pour avoir les résultats du concours. Et ça va se passer comment ce voyage? En fait, nous allons aller à Genève, à l'ONU. Bon, d'abord, on fera une visite de la ville et plusieurs choses là-bas. Et nous irons à l'ONU dans la salle de conférence et ils annonceront les vainqueurs et ils présenteront tous les projets de tout le monde.
Et puis bon bah on se voit en 2030 et on en recose, on verra bien comment ça se passe. Moi en tout cas je vais au cours d'appui lundi, enfin j'espère parce que plutôt mardi vu que le lundi j'ai le théâtre. Et puis bah au revoir tout le monde et puis mille merci la 11D. Et puis on écoute tout de suite Born to Die de Lana Del Rey. Bonjour Monsieur Jordil, comment ça va? Bonjour, très bien et vous? Merci, moi aussi. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous avez inventé une nouvelle barre de biscuits ou parce que vous avez construit la Tour Eiffel, c'est tout simplement parce que vous êtes le nouveau rédacteur en chef du Messager. Alors, ça fait quoi d'être une sorte d'icône ou même de représentant de la Veuvez? Enfin bref, ça fait quoi d'être le nouveau rédacteur du Messager? Je pense pas vraiment être une icône, mais c'est une immense fierté pour moi parce que je suis valdo-fribourgeois. J'habite et j'ai grandi à Palaisieux, donc dans le canton de Vaud, et je suis originaire de Granges. Donc voilà, j'ai toujours connu le logo du Messager à la maison, donc c'est pour moi une immense fierté, puis un honneur d'avoir été nommé à ce poste. Puis d'ailleurs, comment ça se fait que vous ayez été nommé à ce poste? Parce qu'avant, c'était Monsieur Xavier Fernandez qui était à la tête, qui était rédacteur en chef du Messager. Mais moi, j'ai pas très bien compris pourquoi c'est vous qui avez été choisi, comment ce choix a été fait. Alors c'est un choix qui a été fait par mon éditeur et par le conseil d'administration. Je ne peux pas vraiment en dire plus parce que c'est leur choix et ça a été leur volonté et j'en connais pas tous les aboutissants. Ce qui est sûr, c'est que moi j'avais déjà fait mon stage de 2 ans en tant que stagiaire journaliste au sein de la rédaction, et ensuite j'ai été engagé comme journaliste et quelques mois plus tard j'ai été nommé à cette fonction. Et quand on dit journaliste, on pense tout de suite à Darius Rochebin ou à d'autres journalistes dans les journaux régionaux comme Le Temps ou même à une échelle internationale comme Le Monde. Mais vous, ça vous dirait de travailler dans un journal comme ceci ? Bien évidemment, c'est je pense, le rêve de beaucoup de journalistes de travailler notamment à la RTS ou au Temps, qui sont des références en termes de journalisme en Suisse romande et même en Suisse. Pour l'instant, je me plais au Messager, donc on verra de quoi est fait l'avenir. Pour l'instant, j'ai tendance à dire que je vois l'avenir une semaine après l'autre, une édition après l'autre, et j'essaie pas de trop faire de plans sur la comète et de faire trop de projets pour l'avenir. Je suis encore jeune, donc j'ai encore le temps de venir voir les choses. Du coup, pour vous, est-ce que la liberté, c'est la suite logique un peu ? Ça peut être une option, je ne veux pas dire que c'est la suite logique. Effectivement, la liberté est dans le même groupe que le Messager, le groupe Saint-Paul, mais ce n'est pas forcément la suite logique, en tout cas pas quand on est au Messager, qu'on voit le parcours des anciens rédacteurs en chef ou des anciens stagiaires. Aujourd'hui, ils travaillent dans des médias à la RTS, au régional ou dans d'autres médias, le Nouvelliste par exemple. Donc il n'y a aucune suite logique, toutes les portes sont ouvertes. Puis vous, ça vous plairait aussi de travailler dans un média audiovisuel ? Oui, bien sûr. À la base, je voulais travailler dans les sports, notamment à la télévision. Pour finir, j'ai réorienté ma carrière, si on peut utiliser ce terme, quand on est jeune. Mais voilà, j'avais envie de travailler dans l'audiovisuel. Pour finir, la presse écrite me convient, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, encore une fois, la porte est ouverte et on ne sait jamais les propositions qui peuvent venir ou les opportunités qui se présentent à nous. Puis vous faites un peu d'audiovisuel avec les interviews, donc ça va. Oui, voilà, exactement. Bon, du coup, moi, si j'admire votre travail, tout ça, et donc moi, si je voulais être journaliste comme vous et travailler dans un journal, vous me conseillerez quoi comme formation? Des études de lettres, de journaliste, ou bien il n'y a carrément pas besoin de qualification spéciale, ce qui m'étonnerait, mais... Effectivement, je ne dirais pas qu'il y a une option et une voie à suivre qui est juste. Moi, je ne suis pas passé par les amphithéâtres de l'université. J'ai fait un apprentissage, puis une maturité professionnelle en commerce. Donc, je pense que dire aujourd'hui, moi, on m'avait dit quand j'avais votre âge et que je voulais faire du journalisme, on m'avait dit oui, il faut aller absolument à l'université. D'autres m'ont dit non, il ne faut pas aller à l'université. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en Suisse, en Suisse romande, en tout cas, il y a 2 formations principales. Il y a une qui est à l'université à Neuchâtel avec un bachelor et un master. Et ensuite, il y a le stage que j'ai fait en entreprise, donc en rédaction pendant 2 ans. Et ensuite, 10 semaines de cours au centre de formation au journalisme et aux médias. Là, c'est les rédactions qui choisissent quel profil de stagiaire ils veulent. S'ils veulent des gens qui ont plutôt des qualifications universitaires ou d'autres personnes. Moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance et qu'on me donne ma chance alors que je n'avais pas forcément passé par l'université. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être passionné, il faut oser aller taper dans les rédactions, commencer à écrire des articles,
des piges au début, comme on dit, et ensuite de continuer à se former dans le domaine qu'on souhaite. Je ne crois pas qu'il y a une voie à suivre, en tout cas dans un premier temps au collège ou à l'université. Mais on est d'accord que pour les autres élèves du CO, par exemple, qui se feraient des films là-dessus, ces stages, ils sont pas faciles à obtenir. Effectivement, c'est pas évident. La plupart des rédactions demandent quand même un titre universitaire. Hein, je vais pas vous le cacher, de plus en plus. Mais je crois vraiment que s'il faut retenir encore une fois une chose, c'est qu'il faut oser à votre âge. Vous le faites ici très bien à la radio NRV. Vous vous sensibilisez aux médias, au journalisme. Donc c'est de mettre un pied déjà dans une rédaction, que ce soit audiovisuelle ou presse écrite, et ensuite peut-être que vous arriverez à mettre l'autre pied. Et je me demandais juste, mais je sais que si c'est le cas, vous ne seriez pas en droit de me dire, est-ce qu'en tant que rédacteur veuvezan, vous feriez pas partie de la fièvre ? Non, pas du tout. Alors, je peux le démentir parce que c'est pas vrai. Donc non, désolé de vous décevoir peut-être, mais non, je la lis volontiers. Je me fais moi-même égratigner. En tout cas, le messager se fait parfois égratigner, mais c'est avec plaisir. Mais non, alors je suis pas au sein de l'équipe rédactionnelle de La Fièvre. Bon, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, parlons un peu plus du Messager lui-même. Le Messager, c'est un journal hebdomadaire qui paraît tous les vendredis à 11 points de vente dans toute la Veuvez, la région d'Oron et de Jura. Et vous y parlez exclusivement des activités régionales. Vous rédigez dans ce journal ces articles avec Christian Marmy, un stagiaire en journalisme. Mais je trouve quand même extraordinaire que vous soyez que 2 pour rédiger un journal comme celui-ci. Surtout que vous, je vous trouve quand même très jeune. Vous pensez pas que vous manquez un peu d'expérience pour gérer tout ça ? Oui, effectivement, j'avais tendance à avoir des petites remarques quand j'étais en formation, au centre de formation au journalisme et aux médias, quand j'ai dit par exemple à des gens de la RTS, où il y a des centaines de personnes qui y travaillent, qu'on n'était que 2. Je ne crois pas que l'âge est un argument. J'ai été formé au Messager, c'est un média que je connais maintenant bien, je pense que je peux dire ça. Donc je ne pense pas que l'âge est un élément défavorable dans l'expérience. Justement, je trouve plutôt bien qu'on donne de la chance aux jeunes de pouvoir atteindre de telles responsabilités. C'est maintenant qu'on a des idées, qu'on a un souffle, qu'on propose des idées. Je peux juste regretter que peut-être dans certaines rédactions qui sont très hiérarchisées, qu'il faut atteindre 40 ou 50 ans pour atteindre des postes à haute responsabilité et d'avoir le pouvoir de changer les choses. Là, à mon échelle, j'ai la chance de pouvoir donner un nouveau souffle aux messagers et c'est un plaisir. Oui, c'est vrai que je vous voyais vraiment pas aussi jeune d'ailleurs. Quand je suis arrivée, je vous ai pas reconnu. Je pensais pas que... Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant quand même d'avoir cette carrière à votre âge. Du coup, dans le Messager, il y a en première page un billet d'humeur rédigé par vous-même. Et ce billet d'humeur, vous exprimez votre avis sur une thématique précise qui est souvent évoquée dans le journal même. Je vous parle de ce billet d'humeur car celui que vous avez rédigé il y a quelques semaines de ça n'a pas plu à tous nos lecteurs. Je pense que vous en souvenez bien, mais si jamais, il avait pour titre « Circuler, il n'y a rien à voir ». Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre aux lecteurs qui vous trouvaient peut-être trop en faveur pour la transparence des partis politiques et donc un peu trop indiscrets sur la liberté de vote ? J'entends la critique, hein, je me souviens très bien de ce billet d'humeur il y a seulement quelques semaines, donc je m'en souviens encore. J'entends effectivement cette critique. Je tiens juste à souligner que en tant que journaliste, déontologiquement, on doit s'arrêter aux faits et aux faits seulement dans nos articles. Le seul endroit qui est régi par le code de déontologie, justement, où on peut donner notre opinion personnelle, c'est le billet d'humeur, l'édito ou le commentaire. L'édito, ce qu'on appelle l'éditorial aussi, engage l'éditeur et l'ensemble de la rédaction. Le billet d'humeur engage seulement le journaliste, donc dans ce cas-là, il était bien intitulé billet d'humeur et il engageait que mon opinion propre. Et le commentaire va donner une analyse du sujet, d'un sujet qui est traité dans le journal. Donc aujourd'hui, j'entends bien évidemment la critique, sauf que ce billet d'humeur engageait que mon opinion personnelle. Et le Messager est aussi là pour créer le débat, susciter le débat. C'est le rôle d'un média. Qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je l'entends parfaitement, mais je crois aussi que ça fait partie de notre démocratie de pouvoir en débattre. Je tiens juste à souligner que je crois que quelques jours plus tard, le rédacteur en chef de La Liberté a signé aussi un éditorial sur le même sujet, où il s'exprimait aussi en faveur de cette initiative. Donc je pense que c'est aussi à rappeler ces règles qui sont
très strictes dans notre métier. C'est réducteur, monsieur le rédacteur. C'est d'ailleurs la très jolie rime qui a servi de titre à ce courrier d'un lecteur pas très content. Mais pourquoi avoir publié cette lettre dans votre journal ? Enfin, moi, personnellement, j'aurais pas publié. Je trouve que c'est un peu la honte. Donc, est-ce que vous avez le droit de censurer ? Est-ce que vous en avez le pouvoir ? J'ai envie de dire, bien sûr, mais on ne le fait pas. Je crois que pour revenir, et ça rejoint ce que je disais avant, on est là pour créer le débat et justement d'avoir cette réponse qui a suscité aussi des réactions de la part des lecteurs, parce qu'une semaine après, un autre lecteur nous envoyait un courrier des lecteurs qui disait qu'il était scandalisé parce que ce même lecteur avait écrit. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai envie que le messager soit, c'est un rendez-vous de débat pour l'actualité de notre région, de la région d'Oron, de la Veuvez et du Jura. Et donc voilà, je pense que je l'ai pas censuré parce que je trouvais que ça suscitait le débat, et c'est pas du tout notre volonté de le censurer, et c'était pas du tout la honte pour moi parce que je suis droit dans mes potes et je sais exactement ce que j'ai fait avec ce billet d'humeur et ce que j'ai écrit. Vous pensez que vous avez été un peu plus vite jugé que par exemple celui qui avait rédigé cet édito dans la Liberté, ou bien parce que vous êtes jeune et nouveau ? Je veux pas parler à la place des personnes qui ont réagi. Je sais simplement que j'ai reçu autant de mails qui étaient favorables à ce que j'avais écrit que de mails défavorables ou de réactions défavorables. Je crois pas que c'est une raison pour laquelle j'ai été jugé. Encore une fois, j'accepte toutes les critiques tant qu'elles sont constructives, qu'elles sont faites dans le respect, et je les publierai volontiers si des gens veulent nous écrire parce qu'ils sont pas satisfaits des articles ou qui veulent débattre sur d'autres sujets. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette petite polémique, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Pas de souci. Je me demandais combien il y a de lecteurs réguliers dans notre bon vieux messager. Alors, 3 fois par mois, on est publié en édition normale, en tirage normal, où on a à peu près 8000 lecteurs. Et 1 fois par mois, surtout à la fin du mois, on a un tirage augmenté, où là, on passe à 20 000 lecteurs. Et ce chiffre, il est plutôt stable ? Oui, il est plutôt stable par rapport à d'autres journaux qui voient une baisse du nombre d'abonnés. Donc, c'est plutôt réjouissant. En tout cas, c'est assez satisfaisant pour nous. Donc, vous pensez que le messager, il a plus de chances que les autres journaux de vivre à long terme ? Je ne mettrai pas mes deux mains à couper, comme on dit, mais je ne sais pas encore une fois de quoi l'avenir sera fait. Vous le savez, je pense certainement, mais il y a des débats au sein des rédactions et pour l'avenir des médias. Donc, je ne veux pas dire que tout va bien pour le messager parce qu'on connaît effectivement aussi des difficultés comme d'autres publications. Il faut juste veiller à ne pas louper un virage qui serait pris par les autres titres de Suisse romande. Moi, personnellement, j'aime bien le messager. C'est comme vous, le journal que je trouve sur ma table depuis que je suis petite. Mais je trouve qu'il manque une page jeune, un peu comme dans la Liberté. Vous y avez déjà pensé ? Alors, c'est une idée, je la note, c'est même une excellente idée. Effectivement, on est à l'écoute des remarques des lecteurs depuis plusieurs mois. On a notamment mis en place 1 fois par mois dans l'édition Tout Ménage ce qui s'appelle la photo d'autrefois, où c'est une photo d'archives du district qui est publiée, qui a été soufflée par une des lectrices. On a aussi développé la photo de la semaine. Donc, c'est toutes des idées que je note et que je vais essayer d'appliquer, en tout cas au maximum avec l'équipe du Messager. J'ai vu un de vos récents articles qui parlait sur des drones pour sauver les faons. Est-ce que vous êtes un peu un protecteur de la nature ou vous trouviez juste ce thème intéressant ? C'était le thème qui a été jugé au sein de la rédaction intéressante. Donc voilà, on a décidé de le choisir. On ne choisit pas les articles en fonction de nos opinions qu'on pourrait avoir. On les choisit parce qu'on pense qu'elles ont un intérêt pour la région et pour nos lecteurs. On écrit avant tout pour les lecteurs, pour les gens qui nous lisent et pas pour nous-mêmes. Donc vous ne pouvez pas du tout choisir quels articles vous préférez rédiger ? Oui, bien évidemment, il y a un choix au sein de la rédaction, ce qui est des fois frustrant parce qu'on doit faire des choix, parce qu'on a une place limitée. Mais jamais on va dire « je choisis cet article plutôt qu'un autre ». Par rapport à ses opinions, c'est plutôt l'intérêt des lecteurs qui va prédominer dans notre choix. Et une dernière petite question, mais pas des moindres. Vous, en tant que rédacteur en chef, vous l'apportez quoi au messager ? C'est quoi un peu le messager de vos rêves ?
C'est difficile parce que, encore une fois, des fois, on manque de temps et on fait avec les moyens à disposition qu'on a. Mais j'espère très sincèrement que dans 5 ans ou 10 ans, le messager existera encore parce que je crois que cette région il y a quelque chose qui se passe dans cette région, que les gens de cette région ont le droit à une voix, ont le droit à une parole. Souvent, les Veuvezans disent que de Fribourg, il vient seulement la bise et les impôts. Je crois que justement, il y a besoin à l'avenir que cette région s'affirme davantage et qu'elle a le droit à une voix, d'être écoutée et que nous traitons aujourd'hui dans Messager des sujets qui ne sont pas traités par d'autres médias. Et j'espère que les lectrices et les lecteurs se rendent compte maintenant et pas que si un jour, ce que j'espère bien évidemment pas, le Messager disparaisse, les gens le regrettent. Il faut aujourd'hui agir maintenant, que les gens comprennent que sans eux, sans la publicité, sans les abonnements, le Messager ne peut pas exister. Monsieur Jordi, notre interview se finit sur ces jolies paroles sur la Veuvez. Donc toute la radio NRV vous remercie d'avoir participé à cette courte interview et également de nous avoir consacré un article dans votre journal. Tout bon pour le Messager, Monsieur Jordil, et certainement une prochaine fois. Maintenant, on écoute Else Bells de ACDC et on écoute la chronique de Lucie qui va nous parler lecture. Extraordinaire, des gens comme les autres. Ici Anna Baker, en live et en stéréo. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou plus exactement, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes l'une de ces personnes. Eh oui, bonjour tout le monde, ici c'est Lucie qui vous parle, et pas vraiment Anna Baker. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un livre, qui est aussi une série Netflix. Je pense que la plupart d'entre vous auront reconnu 13 Reasons Why, désolé pour mon anglais, il n'est pas du tout parfait. Traduit en français, cela donne 13 raisons pourquoi. Je sais que beaucoup de personnes connaissent la série, mais qui a déjà lu le livre? Pour ma part, j'ai lu le livre et j'ai regardé la série. D'ailleurs, pour ma chronique, je ne vous parlerai malheureusement pas de la série, mais que du livre. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé, histoire de mettre à page les rares personnes qui ne connaissent ni le livre ni la série. Oui, ces personnes existent. Elles sont rares, mais elles existent. Clay Johnson reçoit cette cassette enregistrée par Anna Baker avant qu'elle se suicide. Elle y parle de 13 raisons, ou de 13 personnes plus précisément, qui ont de près ou de loin influencé sur son geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, il écoute la jeune fille en se promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Anna inattendue, qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser, et tout peut basculer. Comme vous l'avez sûrement compris, l'histoire est centrée sur Clay, qui est guidée par la voix d'Anna tout le long de l'histoire. Je trouve que ce livre est plutôt glauque, car les sujets principaux de ce livre sont bien entendu le suicide, l'harcèlement scolaire, et encore le viol, sinon ce ne serait pas drôle. Et en général, je ne fais pas de chronique sans vous dire les 3 raisons de ce livre, enfin plutôt les 3 raisons de lire ce livre à la place d'un autre. Alors, première raison, les personnages. Oui, je sais, c'est aussi une des raisons que je vous ai dit pour que vous lisiez Percy Jackson. Mais bon, pour moi, un bon livre commence par avoir de bons personnages. Et j'avoue que ceux dont 13 Reasons Why, encore désolé pour mon anglais, sont plutôt attachants. Enfin, cela dépend des personnages, car pour ma part, j'ai aussi pris un malin plaisir à en détester certains. Deuxième raison, j'ai adoré le style d'écriture. Car bien que ce livre est très sombre, il est aussi très rempli de métaphores et de citations, comme par exemple celle-ci, une phrase, un sourire, une méchanceté et un baiser, où tout peut basculer. Ou encore celle-là, avez-vous remarqué les cicatrices que vous laissez derrière vous? Non, ça m'étonnerait, parce que la plupart des cicatrices ne se voient pas à l'œil nu. C'est tellement poétique. Troisième raison, le livre est petit. Désolée, je l'ai oublié, normalement, je devrais l'avoir ici, mais bon, voilà. Donc pour ceux qui ont de la difficulté à lire, vous pouvez le lire. Pour ceux qui sont très vite découragés par les gros livres, vous pouvez aussi le lire. Et pour ceux qui aiment lire, vous pouvez aussi le lire. Donc oui, ce livre, tout le monde peut le lire. Enfin, à condition de savoir lire. Bon, maintenant, fini la rigolade. Je vais vous parler d'un sujet grave, l'harcèlement scolaire. Alors, le harcèlement scolaire, en quelques chiffres, c'est: une personne sur 10 est victime d'harcèlement scolaire à l'école. Une personne sur 16 est victime d'harcèlement sévère à l'école. 51,9% d'élèves se sont déjà fait insulter. 38,9% d'élèves ont déjà eu un surnom méchant. 25,5% d'élèves se sont déjà fait bousculer. 32% d'élèves ont déjà été mis à l'écart. 29,1% d'élèves ont déjà eu des moqueries. Et j'en passe. Personnellement, quand je vois ces chiffres, ça me choque quand même un peu. Mais bon.
Alors pourquoi l'harcèlement scolaire existe? Tout simplement parce que cela donne aux harceleurs un sentiment de supériorité et donc aux harcelés un sentiment d'infériorité. Mais pour vous, les harcelés, ne vous laissez pas vous marcher sur les pieds. Parlez-en à votre prof, à vos parents ou même à une personne de confiance. Et si vous n'avez vraiment personne à qui en parler, il existe de nombreux numéros comme par exemple le 147. Vous pouvez appeler ce numéro au cas de besoin. N'oubliez pas le 147 147. Bon, malheureusement, ma chronique touche à sa fin. Je vous laisse avec Jules Wesh alors. Désolé pour vous. Et à la prochaine. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvez. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu de savoir comment allait se passer l'école en 2030, comment ça se passe la vie d'un rédacteur en chef. Et j'espère que vous lirez le livre 13 raisons pourquoi. En attendant, c'est fini, mais je vous laisse quand même avec une petite musique. Je vous laisse avec Lolopop de Short Death.